Mesdames et messieurs, bonjour. Si vous n'êtes pas assez fort pour supporter la critique, alors vous êtes trop petit pour mériter la considération. C'est un propos prêté au philosophe Épithète à méditer en cette journée du 27 juin 2019. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission, le tribunal de l'actualité. Un rendez-vous sans juger mais les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. Je suis Lukman Sanfo, je préside ce tribunal, deux juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Var. Bonjour à tous les deux. Bonjour Président, bonjour Juge Vara, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour Juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau du tribunal de l'actualité pour donner vos avis sur ces faits majeurs. Mesdames, Messieurs, merci aussi de cette fidélité sans cesse renouvelée pour ce programme qui, du reste, on rappelle, c'est du lundi au vendredi à partir de 8h pour les directs, rediffusés les mêmes jours à partir de 22h sur Watt FM, sur Twitch TV, également sur Radio LPC Bobo de Lasso et Tenko-Logo. Alors, mesdames, messieurs, comme vous le savez, les administrateurs civils, les secrétaires et adjoints administratifs du Burkina ont entamé une grève de 96 heures à l'appel de leur syndicat, le SYNACSAB. Et au deuxième jour de ce mouvement d'humeur, ils ont décidé donc de marcher jusqu'à la primature. Mais à leur arrivée, vous l'avez certainement comme information, pas d'interlocuteurs pour recevoir leur mémorandum. Alors les manifestants décident néanmoins de camper devant la primature et au bout de 2 heures d'attente, ils finissent par lever le camp sans pouvoir remettre la plateforme à qui de droit. Ils ont qualifié cette situation de mépris et annoncé un durcissement de la grève pour le 1er juillet prochain. Pour comprendre tout cela, nous avons convoqué les premiers responsables et représentés ce matin par M. Milogo Seydou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Juge Waya. Bonjour, Jules Bougma. Vous êtes administrateur civil, militant SYNACSAB, ex-secrétaire général de la section Bourguiba, c'est ça? C'est ça. Voilà, et aussi président de l'Union nationale des administrateurs civils du Burkina. À vos côtés, nous avons M. Adama Bidiga, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Vous êtes le secrétaire général de SYNACSAB, c'est ça? Oui. Et également administrateur civil. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau du tribunal de l'actualité pour nous apporter tous les éléments nécessaires à la compréhension de votre situation. On observe la première partie de l'émission, les avant-propos. Geoffroy Var, vous avez la parole. Merci Président. Mon avant-propos va nous conduire en République démocratique du Congo. Plusieurs fois, je me suis posé la question de ce que pourrait donner encore ce regroupement-là, l'Amouka, après les élections, et étant entendu qu'il y a le retour de Katumbi, qui a une façon de voir les choses, il y a Martin Fayoulou, qui lui aussi est dans une autre vision, et on vient d'annoncer le départ de Antipas Mbouza Nyamouizi, qui est un ancien rebelle, mais qui était un homme fort aussi, hein, quoi qu'on dise, et qui faisait partie de ce regroupement-là, l'Amouka. Il disait au départ, lorsqu'il annonçait sa rupture de banc avec ce regroupement, qu'il allait aider dans la région d'où il vient, c'est-à-dire le Nord Kivu, sur la question de Ebola. Mais on sait très clairement que je dirais pas que c'est un faux fuyant, mais c'est un prétexte, parce qu'aujourd'hui, il lui est, c'est pas des reproches, mais c'est un peu des suspicions de vouloir entrer dans le gouvernement qui aujourd'hui est en composition et pour lequel il y a beaucoup de tractations qui sont en train d'être menées. Mais derrière tout cela, c'est la question qu'on peut se poser, c'est comment ce regroupement Lamouka là, qui avait nourri beaucoup d'espoir chez les Congolais, devrait se muer aujourd'hui en une force qui soit un contre-pouvoir pour Tshisekedi aujourd'hui. Mais il y a Martin Fayoulou qui fait peut-être un combat pacifiste pour certains, parce qu'il est encore dans la question de la vérité des urnes. Il y a Moïse Katumbi qui est peut-être dans la réalité aujourd'hui pour beaucoup de Congolais, parce qu'il veut être une opposition républicaine, donc il pense qu'il y a un rôle à jouer ici et maintenant, et donc chercher à se positionner. Mais on va dire que c'est un regroupement au sein duquel il y a des dissensions qui sont vraiment fortes. Mais c'est ce que donnent aussi souvent les regroupements politiques lorsqu'ils ne le sont très souvent que pour des consultations électorales. Après, ça s'effrite et puis vous savez, c'est la politique. La conjugaison des intérêts ou bien la somme des intérêts individuels ne donne pas l'intérêt collectif de ceux qui composent souvent ces regroupements-là. Et c'est ce que ce regroupement-là
Lamouka nous donne aujourd'hui de voir. On espère que ça va pouvoir voler un peu plus haut et que Tshisekedi ne sera pas si à l'aise dans son attelage qui pour beaucoup est mal assorti avec Kabila, parce que dans tous les cas il y a un genre de deal entre ces deux-là et ils tiennent, on va dire, ils tiennent les choses d'une main de fer. Donc c'est dommage. Il y avait beaucoup d'espoir, mais c'est en train de s'effriter pour ce qui est de Lamouka. D'accord, merci à vous pour ce regard sur la situation sociopolitique au Congo. Ben Abougman, c'est à vous à présent. Merci Président. Alors hier, mercredi, nous l'avons tous suivi. Le président du Faso était de l'autre côté pour inaugurer la route nationale numéro 10. Et donc, quand on compte 1, 2, 3 jusqu'à 10, on se rend compte que depuis 1960 que nous avons dit que nous sommes indépendants, on n'a même pas pu mettre du bitume sur la 10e route nationale. Donc nous avons traîné les pas jusqu'à maintenant. À qui la faute? À ceux qui, aux prédécesseurs et puis à certains du gouvernement actuel. Là, il faut également situer les responsabilités. Effectivement, nos parents Samo, on a vu les écritures qui disent merci à Roch, nous attendions depuis 1960. Effectivement, c'est une affiche qui peut paraître anodine, mais ça en dit long aussi sur l'état de la situation. Donc, alors que c'est une localité à fort potentiel sur beaucoup de plans, mais qui n'était pas du tout effectivement accessible. Et ce n'est pas la première route. Parce qu'il y a la route nationale numéro 29, dont les travaux étaient lancés en novembre 2017. Les travaux ont démarré le 27 novembre 2017 et 2 ans, normalement c'est le 27 novembre 2019 que la route devrait être effectivement livrée parce que ça fait 2 ans. Mais quand le ministre Éric Bougma est allé sur le chantier le 1er octobre 2018, ils étaient à 11,61% pour un délai consommé de 41,70%. Donc ça veut dire déjà, là la route 29 c'est celle Manga-Zabré, également qui était très attendue depuis longtemps, mais qui traîne et qui ne serait pas livré dans les délais. Ça au moins c'est sûr parce qu'il y a de la difficulté. L'entreprise, selon les dernières informations, n'a même pas encore les 20% pour une route qui doit être livrée dans le mois de novembre prochain. Donc en même temps qu'on lance des travaux sur des axes stratégiques, il y a la réalité aussi de la qualité des entreprises. Donc il faut rapidement situer les responsabilités et puis bon, passer à autre chose. Donc la route nationale numéro 10 a enfin eu un goudron. On attend aussi les autres routes. L'autre route, quand le ministre Éric Bougma est arrivé, ceux de Bogandé, c'était la préoccupation Fada Bogandé. Les travaux également, en tout cas, lors du dernier conseil des ministres, les marchés ont été attribués. Donc, c'est des travaux également qui doivent démarrer incessamment. Je fais le point de ces ouvrages-là parce qu'on dit que le développement passe par le développement de la route. Donc, il y a la route du développement passe par le développement de la route. Donc il y a une célérité et une vision à imprimer. Si depuis 1960, c'est maintenant nous butons la route nationale numéro 10, il ne faut pas interroger ailleurs, c'est nous-mêmes d'abord. Donc il y a une interpellation à toute la classe politique à faire à ce niveau-là. Donc c'était ça mon avant-propos. D'accord, merci pour votre regard sur cette situation également. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, nous allons nous intéresser à la situation des administrateurs civils, des secrétaires et adjoints administratifs du Burkina, qui, vous le savez, sont en mouvement d'humeur. Ils sont entrés en grève de 96 heures et on apprend qu'au 2e jour, ils étaient en marche vers la primature et à leur arrivée, pas d'interlocuteurs pour recevoir en tout cas leur mémorandum, pas de preneurs pour leur plateforme revendicative. Alors les manifestants qui ont décidé de camper pendant 2 heures ont fini par lever le mouvement pour l'annoncer, pour être durci pour le 1er juillet 2019. Nous avons convoqué les premiers responsables pour comprendre la situation. Sidou Melego qui représente ici l'Union nationale des administrateurs civils du Burkina et puis M. Adama Bidiga qui est le secrétaire général du SINACSAB qui est le syndicat. Alors, c'est sciemment fait pour que vous soyez tous les deux sur ce plateau. Il y a l'Union nationale, il y a le syndicat. C'est quoi la différence et pourquoi? Bon,
donnant la parole à Miligol pour commencer. Ok, merci Monsieur le Président. C'est une question en tout cas qui nous réjouit beaucoup parce que sur le terrain, il y a des gens effectivement qui se posent la question. Pourquoi l'Union nationale et pourquoi le syndicat? Il faut dire que l'Union nationale des administrateurs civils, de par sa dénomination, laisse à entendre que les autres emplois ne sont pas pris en compte, mais à l'article 2 du statut de l'Union, il est mentionné que ça prend en compte l'emploi des administrateurs civils, des secrétaires administratifs et des adjoints administratifs du Burkina Faso. L'Union, de par sa constitution, est une association professionnelle. Maintenant, la différence avec le syndicat, c'est assez net. Une association a ses domaines d'intervention, ses moyens juridiques pour pouvoir agir, qui ne sont pas les mêmes que le syndicat. Il faut dire qu'au sein du ministère de l'administration territoriale, comme vous le savez, il y a la spécificité du corps qui fait que, au début, il était difficile pour que les gens même se réunissent pour former une quelconque association, encore moins un syndicat. Donc, constatant la dégradation accrue des conditions de vie et de travail des administrateurs civils, il a été question en 2014 de mettre en place une structure qui sera le relais entre le personnel et l'administration. L'idée de base était d'aller avec une association pour plaider, avec les plaidoiries, faire changer les choses. Et en 2014, en avril 2014, plus précisément le 28, l'Union nationale des administrateurs civils a vu le jour. Et les plaidoyers ont commencé. Et en 2015, début 2015, un cahier de doléances a été transmis aux autorités de la place. Et de 2015 à 2017, rien n'a fondamentalement évolué. Et l'état actuel nous a montré que ce n'est pas avec les négociations qu'on aboutit, en tout cas, à atteindre les objectifs. Ce qui est dommage pour une administration républicaine. Donc en 2017, en assemblée générale au sein de l'Union, il a été décidé de passer à la création d'un syndicat, d'où la naissance du syndicat national des administrateurs civils, secrétaires et adjoints administratifs du Burkina Faso, dont le camarade Bidiga Adama est le premier responsable. Vous avez dans votre propos parlé de la spécificité du corps. Même si constitutionnellement vous avez droit à vous former, à être syndiqué, on va dire comme ça, est-ce que c'est compatible avec la mission, le métier que vous menez aujourd'hui? Bon. C'était pas plus simple de rester en association pour discuter que d'aller en syndicat, et aujourd'hui on sait ce que ça représente un syndicat sous nos cieux. Non, moi je ne crois pas que cela soit incompatible avec nos missions, parce que l'emploi d'administrateurs civils, secrétaires et adjoints administratifs est pratiquement comme les autres emplois. Et les textes quand même qui autorisent les corps de métier, en tout cas observer souvent des grèves, tient compte en tout cas des administrateurs, des secrétaires et des adjoints administratifs, et au-delà de ça même des chefs de circonscription administrative. Donc pour nous, il n'y a pas d'incompatibilité. Au contraire, c'est comme il a dit au départ, c'est vrai que nous sommes passés par l'Union pour finir, en tout cas, par mettre en place un syndicat, et que même à la création de l'Union, il était question que si les choses ne bougeaient pas dans un délai de 6 mois, on allait évoluer vers le syndicat. Donc il n'y a pas d'incompatibilité. D'accord, je passe la parole au juge de siège, Ben Abouma. Alors, une union et un syndicat, est-ce que finalement vous ne marchez pas parfois, vous ne vous marchez pas sur les pieds par rapport à la légitimité à pouvoir porter les revendications? L'association peut-être lui dit bon, fera la promotion du corps, le syndicat défendra les intérêts, mais il y a des moments où c'est l'association elle-même qui porte les doléances. Je veux rassurer les téléspectateurs et le juge Bougma qu'à notre niveau, comme vous le savez, nous sommes des administrateurs civils. L'administrateur civil est par essence formé pour la coordination. Pour les questions de coordination, nous sommes en tout cas pétris pour pouvoir le faire. Si nous avons pu en tout cas résister jusque-là avec les deux structures, c'est pas que par moment, dans les prises de position, qu'on ne se manque pas, mais ça c'est dans les coulisses. Toute structure qui est viable et qui a des responsables qui réfléchissent, par moment on se retrouve, lui et moi, on n'a jamais cessé de dialoguer, et dans les débats souvent la tension monte, mais c'est dans le sens de l'intérêt général du corps. Et ça y va en tout cas pour toute structure qui est censée exister.
Maintenant, pour les questions des domaines de compétences, je tiens à vous rassurer, moi je fus secrétaire général de la section provinciale d'Abougriba du syndicat. Je connais le fonctionnement du syndicat. Je fus en même temps, je le dirais, le directeur de campagne de Bidiga Adama pour être à la tête du syndicat en son temps. Nous étions à la Bougriba ensemble. C'est pour vous dire que de nous deux, il ne peut pas avoir cette confusion qui puisse amener à mettre en conflit les deux structures. Et comme vous le savez, une association ne porte pas un mot d'ordre de grève. C'est le syndicat qui le fait. Et en ce moment, moi, Milogo, je ne pars pas militer en tant que président de l'Union nationale, mais je pars en tant que militant du syndicat. J'ai la carte de militant, je suis à jour de mes cotisations. Tout comme Bidiga Adama qui est là, est membre de l'Union nationale. Donc à ce niveau, rassurez-vous, tout va bon train. Quand vous comprenez, ça veut dire qu'en 2017, après l'Assemblée générale, lorsque vous décidez de mettre les syndicats, c'est créer le bras armé sur le terrain de la lutte en termes de revendication de façon très claire. Exactement. Que vous avez trop négocié, vous vous avez dit il faut passer à une autre étape, donc on crée un syndicat, et là c'est pas pour badiner. C'est pour ça qu'on a vu ce qu'on a vu hier. C'est-à-dire il n'y a pas d'autorisation, on sort quand même. Et je pense que le président se posait une question, est-ce que quand on connaît les prérogatives qui sont les vôtres, les valeurs que vous devriez incarner, vous voir dans la rue, est-ce que c'est... Il n'y a pas un hiatus. Moi, j'ai été dérangé quand j'ai regardé les préfets avec le chapeau et tout, en train de battre le pavé. C'est pas commun. Vous convenez? Ok. Donc, je voudrais d'abord rectifier quelque chose, parce qu'en matière de liberté de manifestation, ce n'est pas une autorisation préalable qu'il faut requérir auprès de l'autorité compétente. C'est une déclaration préalable qu'il faut faire, en tout cas auprès du maire ou bien du préfet. Ça dépend en tout cas de l'autorité que vous choisissez et auprès de qui vous choisissez faire votre déclaration. Nous avions fait la déclaration préalable auprès du maire de la commune de Ouagadougou. Et en tenant compte bien sûr de ce que la loi 2297 portant liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique voudrait en tout cas que l'on remplisse comme condition. Voilà, nous avions identifié les noms des 3 premiers organisateurs, des principaux organisateurs de notre marche. Nous avions indiqué l'itinéraire, le jour et l'heure de la marche. Et bon, je crois que pour ce qui est de la légalité, nous n'avions pas en tout cas quelque chose à nous reprocher. Ce que je dis, ce que je dis, ce n'est pas que votre marche était illégale. Oui. J'ai dit que vous avez adressé un courrier à la mairie, mais est-ce qu'il y a eu le retour favorable? Ce n'est pas une interdiction parce qu'ils n'ont pas qualité. Ok, je continue puisque je voulais en arriver là. Quand j'ai commencé mon développement, c'était pour vous dire qu'il n'appartenait pas à la commune de décider arbitrairement de brimer à la limite les administrateurs civils dans leurs droits constitutionnels. Puisque la Constitution, en son article 7, a pris le soin je dirais d'encadrer la liberté de manifestation. Alors le maire, c'est vrai qu'il a la possibilité d'interdire une marche, mais c'est en tenant compte aussi de ce que la loi prévoit. C'est-à-dire quand la manifestation porte atteinte à l'ordre public, quand elle porte atteinte aux bonnes mœurs ou à la personne humaine, ou encore quand la manifestation, je dirais, quand le maire a des éléments devant lui qui lui font à croire qu'il y aura trouble éventuel à l'ordre public. Mais là, il n'y avait pratiquement rien. Il n'y avait pratiquement rien. Et ce que nous avions... C'est là donné à son appréciation, je crois. Comment? C'est à son appréciation que vous pouvez en déduire qu'il n'y a rien. Vu la situation, ils ont dit que c'est en raison de la situation sécuritaire. Alors, on ne peut pas nous opposer, en tout cas, cet argument, tout en permettant aussi à certains corps de métier, parce que le lundi 24 juin, à côté, vous aviez vu d'autres corps de métier marcher. Donc, pour nous, c'est une décision arbitraire
qui n'a rien à voir avec le contexte sécuritaire. Bien au contraire, nous avions adressé, puisque c'est toujours insisté sur le fait que nous sommes restés dans la légalité, nous avions adressé une correspondance au maire avec nos arguments juridiques pour lui faire comprendre qu'en réalité, il ne pouvait pas, en tout cas, nous interdire la marche. Parce que la loi, nous n'avions pas déposé une requête, une demande d'autorisation auprès du maire. C'est une déclaration, c'est exactement comme ce que les syndicats font quand ils partent en grève. Déposer un préavis, et il n'appartient pas au président du FASO, auprès de qui le préavis est déposé, d'interdire par exemple un syndicat d'aller en grève. Voilà. Mais ce que le maire a fait, c'est exactement ça. Et ça nous revient, et ça nous conduit puisque lui et moi on a échangé, on a dit qu'il fallait que l'on commente un peu la loi. Et la loi 22/97 sur la liberté de manifestation, et que l'on mette à la disposition peut-être des autorités locales, à savoir les élus et les maires, ces commentaires-là, c'est juste dans l'optique de les orienter. Parce que c'est les administrateurs civils qui, en tant que chefs de circonscription administrative ou même dans leur emploi, exercent en tout cas des prérogatives en matière de liberté publique. Donc, c'est même loi. Vous estimez que le maire ne dispose pas de conseillers capables de comprendre ces dispositions-là? Oui, celui-là même qui a signé la correspondance pour nous interdire la marche, c'est un du corps. Ah oui. C'est un secrétaire général, administrateur civil. C'est pour ça nous fonde aussi à croire qu'il faut que l'on travaille davantage à former les administrateurs civils. Et c'est là. Vous êtes sûr qu'il agit sans savoir réellement les implications? Bien sûr. Et je crois qu'il y a un aspect de la plateforme qui tient compte du fait que certains aides de mairie n'arrivent pas à se départir de certaines considérations juste parce qu'ils veulent continuer à bénéficier des avantages. Justement, c'est là où je voulais. Est-ce que ce n'est pas là-bas c'est pas le coin du regard qu'il faut avoir plutôt que de dire qu'il ne maîtrise pas les textes, parce que c'est quand même un administrateur civil formé à la même école que vous. Oui, maintenant, s'il a une autre lecture de la situation, est-ce que ce n'est pas pour d'autres considérations, comme le président l'a dit, une appréciation au regard d'un certain nombre de considérations, plutôt que de dire simplement qu'il ne connaît pas la loi? Alors, bon, ce que je peux dire par rapport à ça, j'ai dit que ce sont les textes sur les libertés publiques sont en tout cas pilotés à la limite au niveau du ministère. Ce sont les administrateurs civils qui élaborent en tout cas ces textes. Et j'ai dit que nos attributions sont claires en la matière. Pour un administrateur civil qui a reçu une très bonne formation, il devrait comprendre qu'en apposant même sa signature sur un tel écrit, cela revient à dire qu'il n'a pas tous les contours de la loi. C'est pour ça que j'ai dit que nous allons nous retrouver pour faire des commentaires et peut-être mettre même à la disposition de l'opinion publique ces commentaires sur la loi. Moi, je pense que là-dessus, à la faveur de la marche appelée par Zaïda, le même débat est revenu. Il y a les textes, il y a la vérité, il y a aussi que souvent on prétexte de certaines situations pour interdire ceci ou interdire cela, mais après c'est un débat. Et quand vous prenez le cas Zaïda, on l'a rendu responsable de toutes tous les débordements qu'il y a après. Et votre cas, c'est pareil. Si débordement il y avait, vous en aurez été tenu responsable. Non, bon, ce que je peux dire, c'est comme je l'ai dit, vous saviez, en la matière, là, il faut être prudent. Si la Constitution a pris le soin, c'est une liberté fondamentale qui ne peut pas... Voilà. Donc, la Constitution a pris le soin de fixer les limites à cette liberté. Et il n'appartient pas à une autorité d'user de son pouvoir, je dirais, discrétionnaire pour interdire de façon arbitraire une marche à une catégorie de fonctionnaires. De façon arbitraire, oui, mais vous-même, vous avez reconnu tout à l'heure qu'il a le droit, en tenant compte de certains paramètres, pour ne pas donner son avis favorable à la tenue de la manifestation. Oui, mais ces paramètres-là doivent être dans le cadre des limites que j'ai citées ici. J'ai parlé de votre camarade va ajouter. Okay, allez-y, monsieur Milego. Sur la question de liberté de manifester, vous savez, un administrateur civil, c'est d'abord les textes.
Vous prenez la Constitution, à son article 7, a donné les préalables pour la manifestation en garantissant cette liberté de manifester. On dit c'est sous réserve du respect de la loi. Et cette loi, c'est la loi 2297, comme il le disait, qui donne les conditions d'organisation de la manifestation publique. Deuxièmement, on dit que ça ne doit pas porter atteinte à l'ordre public. Troisième élément, aux bonnes mœurs. Et quatrième, à la personne humaine. Et la même Constitution, à son article 1er, alinéa 2, dispose que tous les Burkinabés ont vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garanties par la même Constitution. Vous vous souviendrez que les avocats du pays ont organisé leur marche. Après les avocats, je pense que les médias publics étaient en marche. Après ces médias, nous avons observé également le week-end la marche de la coalition pour la paix et la cohésion sociale, qui était même au niveau du palais de justice. Le lundi qui a suivi, le syndicat des médecins était en mouvement. Le motif avancé pour interdire le mouvement aux administrateurs civils, c'est quoi? Pour des raisons sécuritaires. De façon logique, de la marche des avocats à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé sur la sécurité à Ouagadougou? Et pour la question, la compétence du maire ici, c'est quoi? À Ouagadougou, je tiens à le souligner, il n'y a pas de préfecture. Sinon, c'est en fonction de la territorialité de votre mouvement. Si votre mouvement ne va pas dépasser le cadre territorial de la commune, le maire est habilité à recevoir la déclaration. Je dis bien la déclaration parce que les gens ont tendance à penser qu'on demande l'autorisation pour manifester. Non, on déclare que nous allons manifester de tel jour à tel jour ou de telle heure à telle heure sur telle avenue pour telle situation. Ça a été fait dans les règles de l'art. Le même texte prévoit que l'autorité qui reçoit peut faire des observations au plus tard 24 heures avant le début de la manifestation. Nous avons effectivement reçu les observations. Nous appelons ça observation au terme de la loi. Ce sont des observations. Maintenant, au cours de la marche, nous, on peut demander à ce que, ça c'est une demande, à ce que les forces de défense et de sécurité puissent assurer le maintien de l'ordre pour qu'il n'y ait pas de débordement. Pourquoi on demande l'identité des 3 responsables qui organisent la marche? C'est pour que, en cas de débordement, ils puissent répondre des faits de troubles à l'ordre public, ou bien l'atteinte aux bonnes mœurs, ou encore l'atteinte à la personne humaine, ou la violation des textes de la République, comme le stipule la Constitution. Dans le cas présent, nous avons organisé notre marche à l'interne. Nous n'avons pas demandé la sécurité, parce que ce n'est pas une obligation. Si à l'interne, vous pouvez contenir la masse, vous pouvez le faire. Nous avons contenu la masse. Et la preuve, nous avons marché du début jusqu'à la fin, il n'y a pas eu de débordement. Donc, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, est-ce que de façon logique et fondamentale, il y avait une raison valable pour interdire la marche aux administrateurs? La raison est purement politique. Le ministre de l'administration territoriale a dû faire recours à son camarade politique pour empêcher les agents de son ministère de manifester. C'est là la raison pure et simple. Alors, à sa suite, je voulais peut-être aussi faire une précision. C'est comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des profanes en la matière. J'ai dit ici que nos attributions tiennent compte du fait que nous élaborons les outils et instruments de gestion des libertés publiques. Alors, j'ai fait observer à travers une correspondance à la municipalité le fait que la liberté de manifestation n'est pas contraire au maintien de l'ordre public. C'est une décision du comité de la liberté syndicale sur, en tout cas, la question. Parce qu'il y a eu effectivement un cas pareil et ce comité a été saisi et il a donné en tout cas sa décision par rapport au cas. Donc, je suis allé moi-même, en tout cas, vers le signataire de l'acte qui ne nous a pas reçus. Je suis désolé, puisque le comité a dit que en la matière, on peut, si en tout cas l'autorité communale estime qu'il y aura éventuellement des troubles, elle peut s'accorder avec les organisateurs pour voir dans quelles conditions on peut changer l'itinéraire de la marche ou bien travailler à mettre à la disposition des organisateurs des éléments de force de défense et de sécurité.
je suis allé, je le répète ici, je suis allé à leur rencontre, mais malheureusement, ils n'ont pas reçu le syndicat. Donc, comme il a dit, la raison ici, c'était de tout faire pour que les administrateurs ne marchent pas. En même temps, ce que je disais tout à l'heure, c'est des observations. Vous dites, vous pouvez organiser votre marche, vous faites cela. Maintenant, la fin, c'est que vous avez je ne dirais pas cahier de doléances, vous avez votre plateforme revendicative que vous devez remettre pour que le décideur à la fin puisse regarder et que vous ayez un retour. Maintenant, comme le refus est total, vous n'avez eu personne à qui remettre vos revendications. Okay. Bon, pour nous, c'est comme je l'ai dit, les revendications sont déjà connues du Premier ministre, parce que le Premier ministre Paul Kava-Tcheba, en tout cas, avait eu la chance, en tout cas nous avions eu la chance de rencontrer le Premier ministre à 2 reprises sur les préoccupations des administrateurs civils, des secrétaires et des adjoints administratifs, et il avait en son temps décidé de la mise en place d'un comité technique pour réfléchir en tout cas sur la plateforme. C'est pour vous dire que nous n'avions pas en tout cas de soucis pour ce qui est... Mais la remise n'est pas que symbolique. Non, j'insiste sur le fait que le contenu du mémorandum là, c'était pas de dévoiler des aspects nouveaux sur la lutte. Au contraire, c'est pour attirer une fois de plus l'attention de l'autorité, parce qu'on a l'impression que l'État, au niveau du Premier ministère, n'est pas une continuité. Parce que si c'était le cas, on a dit ici qu'il y a un prédécesseur qui a eu à gérer le dossier des administrateurs civils, des secrétaires et des adjoints administratifs, et qui avait mis en place un comité. Il appartenait en tout cas au nouveau Premier ministre de travailler à ce que le comité puisse faire des propositions rapidement, en tout cas au syndicat. Donc nous ne sommes pas sortis. C'est comme je l'ai dit, c'était dans l'optique d'attirer, encore une fois de plus, l'attention de l'opinion nationale. Et pour nous, c'est comme je l'ai dit, nous avions atteint notre objectif. Voilà. Oui, on reviendra néanmoins pour un rappel des points de la plateforme revendicative. Okay. Mais encore une fois, avant, il y a encore des questions qui restent en suspens, notamment la participation de certains à cette action-là. Oui. Les préfets, avec les attributs, comme Geoffroy l'a rappelé tout à l'heure, c'est assez inédit au Burkina Faso de voir des préfets avec des tenues déambulées sur voilà, en tout cas, sur le macadam. Ce que je peux dire par rapport à ça, il ne faut pas que l'on se mette à l'idée que nous, notre structure là, c'est une structure de préfet, de haut-commissaire, de gouverneur. Si cela était le cas, on aurait vu aussi les autres préfets comme ceux qui sont qui font partie du personnel de défense et de forces de défense et de sécurité. On les aurait vus dans nos rangs. Mais actuellement, on a dit clairement que le syndicat, c'est une structure qui regroupe les administrateurs civils, les secrétaires et les adjoints administratifs. Donc c'est à ce titre que vous verrez souvent des administrateurs qui sont, en tout cas à leur fonction en tant que préfet ou commissaire gouverneur, accompagner la lutte. Voilà. Mais au-delà de la fonction, ils ont droit. Au-delà de la fonction, il y a une loi, c'est la seule loi d'ailleurs qui encadre le droit de grève des agents de la fonction publique, c'est la loi 45-60 portant réglementation du droit de grève des agents de la fonction publique, qui est clair en son article 4 qui dit que même en tant que chef de circonscription administrative, vous pouviez observer une grève. Maintenant, là où la loi, en tout cas, nous demande d'observer une exigence, c'est le fait qu'au niveau du délai de préavis, il faut aller jusqu'à 15 jours. Et nous avions toujours satisfait à cette exigence de la loi quand nous décidons en tout cas d'aller en mouvement. Donc c'est pour vous dire que le débat qui consiste à dire que en tant que chef de circonscription administrative, on ne peut pas gréver, c'est un faux débat. Voilà, parce que c'est comme je l'ai dit, il faut tenir compte des textes. Parce que les considérations qui consistent à avoir des histoires de morale, de quoi encore, non, le pays ne fonctionne pas sur cette base. C'est des textes, et moi j'estime quand même que nous respectons les textes. Et je précise ici que
c'est nous, en tant qu'administrateurs civils, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, chefs de circonscription administrative, qui sommes chargés au niveau déconcentré de veiller à l'application des textes de loi, de règlements et des décisions du gouvernement. Voilà. Alors, même si c'est légal, mais c'est les conséquences. Parce que là, aujourd'hui, on parle de travailler à restaurer l'autorité de l'État. Un préfet, un gouverneur ou un commissaire, c'est quand même la représentation du pouvoir public au niveau déconcentré. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, si on voit ces gens-là dans la rue, comment est-ce que dans ces régions, ils peuvent encore instaurer l'autorité? Avec les attributs. Avec les attributs surtout. Ok, je poursuis parce qu'il faut préciser qu'en tant que représentant, c'est vrai qu'il incarne l'autorité de l'État. J'ai dit ici que ce n'est pas la fonction seulement qui est défendue, c'est l'emploi. En tant qu'administrateur civil, il peut bel et bien accompagner la lutte. Ça, nous comprenons là-dessus. Maintenant, là où il faut que les gens aussi observent, les gens mettent en avant l'aspect loyauté envers le gouvernement, envers celui qui l'a nommé. Mais ce que vous oubliez, la loyauté aussi devrait avoir ses limites pour ne pas, en tout cas, tomber dans la complicité. Parce que ce qui se passe actuellement là, se taire par rapport à cette gestion à la limite chaotique, c'est comme se rendre aussi complice d'une situation. C'est pour ça que nous disons à certains chefs de circonscription administrative, quand ça ne va pas, ayez le courage de dire à celui que vous représentez là que ça ne va pas. Ça permet en tout cas au premier responsable du pays de corriger en tout cas certaines situations. Miloro, prenez la parole maintenant. Ok, merci bien, monsieur le président. Vous allez revenir. Bon, d'accord. Gardez votre question, s'il vous plaît. Non, c'était pas une question, c'était même plus. D'accord, allez-y, parce qu'il a dit, lui, il met en avant la question de ce que l'on perçoive la loyauté, que ce soit le prisme à travers lequel on regarde. C'est pas la loyauté, c'est ce à quoi les attributs ramènent en termes de valeurs incarnées et en termes, même pas en termes de morale, comme vous dites, c'est même pas cela. C'est ce que cela représente en termes de symbole. C'est-à-dire quand on regarde la tenue du préfet, c'est pas la tenue qu'on voit en train de battre le pavé, parce que ça incarne certaines valeurs, ça dans le subconscient de tout le monde, ça ramène à certaines choses, ça ramène à l'État, ça ramène à un certain nombre de principes. Ce n'est pas une question de rester fidèle à, non. Ils iraient peut-être défiler sans cette tenue-là, peut-être que ça n'allait pas créer le même, on n'aurait pas le même sentiment aujourd'hui. Mais j'ai dit avec tous les attributs, c'est ce que ça a donné. C'est pas une question de. Oui, voilà. Sur la question de la marche des préfets avec les insignes, je pense que ici vous parlez de questions de valeur, de questions de morale. Je vous pose la même question et de symboles. Voilà. Pensez-vous que la résidence d'un préfet, faites le tour, vous êtes des organes de presse, faites un tour dans les départements, dans les alentours de Ouaga même, qui sont mieux nantis que dans le Burkina profond. Vous allez voir si ces symboles-là que vous mettez en valeur tant sont respectés. Et cette valeur que vous prônez, je pense que dans les années 60, cette valeur était vraiment répondait à son contenu qu'à aujourd'hui. Et si le législateur des années 60 a pris le soin de reconnaître le droit de grève à ce corps de métier, ça veut dire quelque part qu'il y a nécessité. Parce que la Constitution a garanti non seulement le droit de grève au Burkinabé. Quand vous prenez la loi sur la fonction publique, ça reconnaît également le droit de grève aux fonctionnaires à l'exception d'un certain nombre de corps de métier. La police, la justice, les paramilitaires et autres. Mais on ne cite nulle part les administrateurs civils. La loi portant réglementation du droit de grève vient réconforter. Et comme il le disait tantôt, c'est en étant un peu plus dur pour qu'on puisse prendre les dispositions du déclenchement, du dépôt du préavis de grève au déclenchement. Il y a un délai de 15 jours. C'est le délai le plus élevé que la loi prévoit. Pour les autres corps de métier qui suivent, il y a 10 jours qui suivent. Maintenant, pour le cas des administrateurs civils, tout simplement, on peut le faire en respectant un délai de 10 jours. Mais pour que les chefs de circonscription administrative puissent marcher dans la légalité, il faut aller à 15 jours du dépôt du préavis au déclenchement du mouvement. Mais
Le juge Vaya disait qu'il était choqué. C'est pas ce que j'ai dit. Je préfère rectifier, c'est pas ce que j'ai dit. Oui. Et à chaque fois, je répète que ce qui a dérangé, c'est la perception que les gens ont du symbole et de le voir entre. Je n'ai pas dit. Oui, effectivement. Nous posons les questions au regard des sensibilités que nous avons, les retours que nous avons relativement. C'est pas nous sur le plateau qui disons que nous sommes choqués ou quoi. C'est juste. Voilà. Je suis tenté de demander si ces mêmes personnes-là ont été dérangées de voir les chefs de circonscription administrative au niveau du Mali en train d'observer ces mêmes mouvements. Il n'y avait aucun membre dans ce corps-là qui n'était pas en tenue. Les images ont circulé sur les réseaux sociaux. Je pense que ça n'a dérangé personne. Si on parle de morale, la morale voudrait que, comme le disait quand on a acquis les talismans, il y a une autorité de la place, un ministre de son rang, qui disait que c'est pour des questions sécuritaires et que le ministre n'est pas un citoyen lambda. Donc, permettez-moi de dire, est-ce que son représentant, le ministre qui a parlé, c'est son représentant, c'est le représentant de tous les autres ministres, c'est le délégué du gouvernement et le représentant du chef de l'État qui se retrouve dans les départements, dans les provinces et dans les gouvernorats. Est-ce que la morale voudrait que ces gens-là soient dans des conditions pitoyables pour représenter l'autorité? Il y a de ces préfectures, quand vous arrivez, permettez-moi l'expression, même le chien de celui qui représente ne va pas oser dormir là-bas. Il y a des préfets qui ont été victimes de morsures de serpents dans leur résidence, parce que les conditions ne sont pas réunies. J'ai l'habitude de dire que quand on parle de la Grande Muette, notre corps là a été pendant longtemps la Grande Muette. On a subi, on a fait des observations, attiré l'attention, rien n'a évolué. Et si la loi permet de le faire, et on dit, le chef de circonscription administrative doit veiller au respect des lois de la République. Pour veiller au respect des lois de la République, il faut les mettre en œuvre. Donc le fait d'exercer notre droit de grève, c'est de mettre en œuvre les lois de la République et de surcroît nous répondons à une de nos attributions. C'est une interprétation de... Monsieur Bilogo a pris l'exemple du Mali. Ce qui me dérange, c'est qu'on ne se compare pas aussi aux mauvais exemples. Ce n'est pas parce qu'au Mali ils ont défilé avec leurs attributs que c'est un bon exemple aussi. Et puis, je vous prends un bon exemple. Et puis ce n'est pas aussi évident que ça n'a pas dérangé au Mali et même au-delà du Mali. Ce n'est pas sûr parce que c'est une affaire d'appréciation. Maintenant, par rapport aux questions de fidélité ou de morale dont ils nous prêtent pour eux, nous prenons une question de morale. Non, moi c'est au Burkina, la loyauté c'est vis-à-vis de qui? C'est du gouvernement ou c'est de l'État? Parce que nous confondons les deux. Le gouvernement ou l'État? Parce que ça, c'est à partir de ce moment-là que beaucoup de choses se définissent. Les attributs sont des attributs de l'État ou ce sont des attributs d'un gouvernement? Donc ça, ce sont des éléments qui sont des éléments fondamentaux. Donc il y a une part, effectivement, des choses à faire à un moment donné. Je m'adresse à qui? Je représente qui? Un gouvernement ou un État? Parfois on assimile les deux, alors que vous êtes mieux placé pour savoir mieux que moi qu'il y a une différence fondamentale entre les deux. Première chose, et ce n'est pas la première fois que parfois, compte tenu de la difficulté des conditions dans lesquelles les uns et les autres travaillent, quand vous parlez des conditions de logement ou de travail des préfets, je peux aussi vous en décrire. Nous venons aussi de localités qui ne sont pas de Ouagadougou. On a eu parfois à aller faire des actes dans certaines circonscriptions administratives. Donc ces réalités-là, nous également, nous les connaissons. Maintenant, compte tenu de cette pression, de conditions de vie et de travail qui sont très difficiles, et des mesures d'accompagnement parfois qui manquent, vous faites parfois vos courses avec vos propres carburants, et à un moment donné ça vous met hors de vos états et vous oubliez qu'il y a qu'en tant qu'autorité, il y a une différence entre moi et les autres corps qui fait que par moment je dois savoir raison garder. Mais quand il y a cette pression-là, on va au-delà de cela. C'est pourquoi certains commissaires burkinabés ne se sont pas gênés de sortir, dire que même leurs armes souvent ne répondent pas, pour faire croire qu'ils n'ont pas de moyens. Mais le commissaire qui le dit oublie que lui-même il s'expose en disant certaines choses. En fait, c'est ça en réalité. Mais quand vous tentez d'interpeller, dire monsieur le commissaire, c'est vrai que vous êtes un militant syndical, mais en proférant de tels propos, vous fragilisez votre corps sans savoir, vous êtes pris par des tirs nourris. Parce que le retour à avoir, pour dire que attention, je suis en train de m'exposer ou exposer mon corps, non. Compte tenu de la pression des conditions de vie de travail. Donc c'est pourquoi il
y en a qui effectivement sont dérangés compte tenu de la spécificité des corps et de ce que cela représente en termes de sortie. C'est pourquoi nous insistons là-dessus. Sinon, ce n'est pas pour dénier le droit de grève à qui que ce soit, pas du tout. La loi 045-60 que vous citez, tout le monde connaît cette loi. C'est l'une d'ailleurs des vieilles lois au Burkina qu'on ne peut pas toucher. C'est vrai ou c'est faux? C'est l'une des vieilles lois qu'on ne peut pas toucher, mais les autres on les touche facilement. Il y a des lois même de 2012, on dit que depuis on est en 2019, c'est déjà dépassé, il faut retoucher. Mais celle de 60, on ne touche pas parce qu'il y a beaucoup d'avantages à l'intérieur. Donc il y a cette réalité-là. Donc le recul parfois que les citoyens, les dérangements des citoyens, ce n'est pas pour dénier le droit à quelqu'un, mais c'est pour dire vous êtes une partie de nous et vous exposez une partie de nous. Oui, sur le premier volet de votre intervention, vous avez demandé à savoir s'ils répondent de l'État ou du gouvernement. C'est une question effectivement très sensible parce qu'il y a des gens qui ne font pas la différence entre les hautes fonctions administratives et les fonctions politiques. La fonction de chef de circonscription administrative n'est pas une fonction politique. C'est une fonction de haute fonction administrative. Tout à fait. À cet effet, l'agent nommé à ce poste ne répond pas d'un gouvernement. C'est ce qui fait que le gouvernement peut passer et le chef de circonscription continue Tout à fait. sa tâche. Et c'est dans cette même logique, quand on dit que dans l'exercice de vos fonctions, quand l'ordre donné est manifestement illégal et que vous ne devez pas exécuter, ça vaut également pour le cas des chefs de circonscription administrative. Maintenant, pour ce qui concerne la question d'aller en mouvement ou pas, vous savez, personne n'a voulu aller en mouvement au niveau du Matede. Non, cette question ne se pose pas. À un moment, quand on vous pousse dos au mur, parce qu'un préfet qui n'arrive pas à répondre aux besoins de la population, ce n'est pas l'État central qui est vu, mais c'est le préfet qui est acculé au quotidien. Un administrateur civil qui accompagne le haut-commissaire dans les provinces et qui représente le haut-commissaire pour les activités. Et on lui pose des questions pratiques auxquelles il ne peut pas répondre sur le terrain pratique, pas parce qu'il n'a pas la compétence, mais parce qu'en termes de moyens, il est limité, il est obligé à un moment donné de se faire entendre. On a précisé tout à l'heure, on s'est fait entendre en passant par une association qui a fait des plaidoyers, qui n'a jamais été écoutée. Nous avons même envoyé des images au niveau de l'État central. Ça n'a rien changé. D'accord, mais ça on l'avait compris, on va aller rapidement parce qu'on risque d'avoir un souci de temps. Alors, on va aborder les principaux points de votre plateforme revendicative qui, du reste, date de 2 ans aujourd'hui, c'est puisqu'on parle de 2017. Alors, est-ce qu'il y a eu des discussions depuis lors avec votre ministère de tutelle pour que vous en soyez aujourd'hui à vous adresser directement au Premier ministre et non le Matede? Bon, la plateforme en tout cas porte sur 6 points. Il s'agit en premier lieu d'une indemnité spécifique d'administration du territoire pour prendre en compte en tout cas les astreintes particulières du corps. Vous aviez dit ici que c'est un corps spécifique qui ne devrait pas faire comme les autres corps, mais qui n'a pas aussi d'avantages spécifiques. Donc l'indemnité d'administration du territoire, c'est pour tenir compte de la spécificité du corps. Deuxième aspect, nous avions dit qu'il faut adopter une loi portant institution du corps préfectoral à l'image de ce que la Côte d'Ivoire en tout cas a fait. Et c'est dans l'optique aussi d'encadrer le corps qui ne dispose pas en tout cas de textes adéquats et qui ne prend pas des textes qui prennent en compte certaines attributions des administrateurs. Nous avions dit que cette loi même devrait pouvoir nous permettre de restaurer l'image de l'administrateur, l'image aussi de l'État, mais aussi restaurer l'autorité de l'État. Voilà. Et troisième aspect de la plateforme, nous avions demandé à ce que l'on permette aux administrateurs, secrétaires et adjoints administratifs de gérer l'état civil dans les représentations diplomatiques du pays, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont des attributions en la matière, ils ont été formés à l'ENAM pour ça, et que actuellement, si vous prenez le décret portant attribution des membres du gouvernement, c'est le ministère en charge de l'administration territoriale qui a le leadership en matière d'état civil. Alors nous ne pourrions pas comprendre que ce soit les femmes des ambassadeurs, à la limite, qui gèrent l'état civil dans nos représentations diplomatiques. Quatrième aspect de la plateforme, nous avions dit qu'il faut
adopté un décret portant modalité d'exercice de la fonction de secrétaire général de collectivité. Et ce que j'ai voulu reprocher ici au secrétaire général de la mairie de Ouagadougou, c'était le fait qu'il ne soit pas à la limite libre pour exercer convenablement ses fonctions. Parce que sans ce texte, les maires vont continuer à faire de leurs secrétaires généraux leurs garçons de course. Je suis désolé de le dire ici, parce que à moins de 3 ans d'exercice, il y a des maires qui sont à leur 4e secrétaire général. Et ça ne va pas du tout. Voilà. Et le plus souvent, c'est sur des aspects même qui ne sont pas fondés, parce qu'on a demandé au secrétaire général d'accomplir quelque chose qui n'est pas légal. Bon, il refuse et puis rapidement on s'empresse d'envoyer une correspondance pour demander en tout cas un autre secrétaire général de mairie. Donc nous avions dit qu'à travers ce décret, il sera question, par exemple, pour tout maire qui voudrait en tout cas se passer de son secrétaire général, qu'on permette à une inspection, à un service d'inspection de faire un tour, d'entendre les deux parties pour voir effectivement qui a raison et qui a tort, et s'il y a lieu effectivement que l'on change le secrétaire général. Voilà. 5e aspect de la plateforme, nous avions dit qu'il faut étendre l'indemnité et l'indice de fonction de chef de circonscription administrative assimilé au niveau déconcentré. Voilà, c'est un décret qui réglemente cela, mais qui se contente en tout cas de donner des avantages à ceux du niveau central. Voilà, si vous êtes chef de service, vous avez rang de secrétaire général de province, et ça dépend de votre catégorie. Si vous êtes de la catégorie B, c'est rang de préfet. Alors, ce décret motive uniquement ceux du niveau central, alors que le gros du boulot, souvent, c'est abattu par ceux du niveau déconcentré qui sont au niveau des préfectures, des hauts commissariats et des gouvernorats. Il y a comme dernier aspect de la plateforme la question de la gestion même du personnel du ministère. Il n'y a pas de critères officiels de nomination. Nous ne savions pas c'est sur quelle base que les administrateurs civils sont promus. Est-ce sur la base de leur cadre politique ou bien c'est sur des liens de famille? Nous ne le savions pas. Mais ce qui est sûr, comme il l'a dit, ce sont des hautes fonctions administratives qu'il faut travailler vraiment à recadrer. Alors, pour éviter que l'on ne décide de nommer uniquement des militants, nous avions demandé à ce que l'on élabore un plan de promotion au sein du ministère. Voilà. Et comme certains ont si bien souligné cela, la spécificité du corps, quand le corps est spécifique, il faut aussi des mesures spécifiques. Voilà. Réaction rapide. Une dernière précision, parce qu'il faut que les gens puissent savoir, le corps des administrateurs civils a fait beaucoup de sacrifices. Nous remontons en 1960. Le décret 381 octroyait le premier statut particulier aux administrateurs civils. Quand on est revenu en 1975 pour la réforme de l'administration, pour mettre tout le monde dans un statut général de la fonction publique, nous avons renoncé à ce statut particulier. Et à la longue, on est arrivé jusqu'à la loi 81, on détache des gens, on leur octroie des statuts particuliers et on écarte l'administration générale parce que tout simplement, on ne parle pas, dans les coulisses on parle, et comme les gens ne nous voient pas parler dehors, ça pose un problème de fond. Et c'est le problème fondamental aujourd'hui. Si on arrive à enlever des gens du statut général, qu'on puisse aussi permettre l'avènement de la loi CP. Il parlait tantôt du décret qui donne indice des chefs de circonscription administrative et assimilés aux chefs de service au niveau central. En l'absence de plan de carrière, quelqu'un qui vient de sortir à peine 2 ans de service est nommé chef de service au niveau central. Il a l'indice de secrétaire général de province, c'est-à-dire il a le traitement du 7e échelon de la grille salariale de la fonction publique. Et au même moment, vous allez trouver quelqu'un qui a plus de 20 ans dans un gouvernorat comme chargé d'études, chef de service, il n'a aucune motivation.
est-ce que c'est de nature à aller vers la cohésion sociale? Nous avons dit, notre département ministériel porte la cohésion sociale. Si à l'intérieur même de ce ministère, il n'y a pas de cohésion sociale, il n'y a rien pour stabiliser, pour que les agents puissent contribuer, ça pose un problème de fond. Et même cette question de cohésion sociale, ça doit s'appuyer sur qui? Les chefs des circonscriptions administratives. Vous prenez le décret organisant le ministère, vous verrez qu'il y a une direction au niveau de la cohésion sociale qui est dénommée Direction générale de la prévention et gestion de conflits. Vous remontez avec l'ancien décret, vous verrez que cette direction existait au niveau de la Direction générale de l'administration du territoire. Et c'est porté par les chefs des circonscriptions administratives. C'est pour vous dire que la question de cohésion s'est posée aujourd'hui parce qu'on a négligé de mettre en tout cas les moyens nécessaires à la disposition des chefs des circonscriptions administratives. Pour éviter d'être les témoins de la dégradation accrue, nous sommes obligés, avec les préfets dans l'ensemble qui subissent également la même chose, d'aller au front. Et cette question de renseignement, pourquoi aujourd'hui, vous allez voir sur le terrain, les forces de défense et de sécurité ne se réfèrent pas aux chefs de subvention administrative pour faire remonter l'information? Ça pose un problème de fond parce qu'ils savent que si le monsieur il est informé, pour que son information arrive au sommet, ça va prendre du retard par rapport au fait que s'il se réfère à son directeur provincial, qui va se référer au directeur, et ça va très vite par rapport à chez nous. Jusqu'à présent, je vous prends un cas simple. Pour une correspondance qui doit être, pour ceux qui connaissent l'axe Djebougou, Gawa, Dano, pour une correspondance qui est adressée du ministère au haut-commissaire de Dano, ça doit passer à Dano, dépasser Djebougou, aller à Gawa. Le gouverneur va prendre pour instruire maintenant et ça va redescendre encore. Au XXIe siècle, je pense qu'on peut capitaliser et gagner en temps et en ressources. Voilà le problème fondamental au ministère de l'administration territoriale. D'accord. Vous verrez réaction aussi... rapide, hein, on a quelques minutes seulement. Réaction rapide, il y a un contenu qui est résolument pertinent compte tenu de la spécificité du corps et puis des conditions dans lesquelles le corps évolue. Maintenant, moi c'est le dernier point qui m'a fait sourire par rapport aux critères de nomination, où il se demande c'est sur la base de quels critères les nominations sont faites. Et donc maintenant, quand vous parlez de dicter des critères clairs, moi je voudrais avoir une idée des critères que vous-même vous voulez si on vous retourne de dire bon, proposez-nous les critères à mettre sur papier. Quels sont les critères que vous allez proposer pour les nominations au niveau de votre ministère? Il y a un projet de plan de carrière, puisque quand on a commencé les mouvements, en 2017, sous la pression en novembre, il y a un arrêté qui a été signé pour mettre en place un comité d'élaboration. Nous sommes pris par le temps, okay. C'est pourquoi je voulais que vous alliez répondre. Par exemple, pour être un chef de service, on peut estimer qu'il faut que l'agent soit de catégorie A, avoir 2 ans d'expérience par exemple dans la gestion de son département et on le nomme. Et pour remonter au niveau préfecture, il faut être titularisé dans son emploi, être avec 2 ans par exemple d'expérience et pour monter pour être haut commissaire, il faut passer par EG de province. Bien sûr, en graviant en tout cas les échelons, il y a une expérience qu'on emmagasine et sur le terrain. Malheureusement, on ne pourra même pas résumer. Voilà, on ne pourra pas résumer. On aura l'occasion de vous recevoir une autre fois pour nous expliquer tout cela et surtout si le ministère va vous prêter oreille attentive pour qu'il y ait des discussions sérieuses. Merci à vous, Milego Sédou, qui est de l'UNABF, et puis merci au secrétaire général du SINACSAB, Adama Bidiga. Merci à vous qui nous avez suivis. On vous retrouve demain vendredi pour la dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir. Merci.